Pour ce dernier regard porté par Planète Sociale sur la pratique du dialogue social, j'ai le plaisir d'appeler à nous rejoindre Laurence Péco-Rivolier, inspecteur général adjoint des services judiciaires, Olivier Dutaillé de la Motte, avocat associé et responsable de la doctrine sociale au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. Je précise que vous avez été membre du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Et Laurent Marquet de Vasselot, vous êtes avocat associé du cabinet CMS Francis Lefebvre, par ailleurs professeur associé à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Un premier sujet peut-être que je vous livre. Quelle est aujourd'hui la situation de la jurisprudence sur la portée du contrôle opéré par le juge judiciaire? Cher Olivier Dutaillé de la Motte. Bonsoir. Alors, la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation sur le contrôle des accords collectifs a été fixée par une série d'arrêts qui sont de très grands arrêts du 27 janvier 2015 et qu'il faut, je crois, lire parce que chaque mot compte. Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectif, négociées et signées par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquels ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Alors, sur ces arrêts, je ferai trois remarques. Premièrement, ces arrêts sont un renversement de jurisprudence, de la jurisprudence Pain, en date du 1er juillet 2009, qui avait jugé que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, même si cette différence de traitement est prévue par un accord collectif. Il s'agissait en l'espèce d'une semaine de congés supplémentaires pour des cadres au forfait, et cette jurisprudence permettait à un salarié non cadre de réclamer le bénéfice d'un avantage prévu par un accord pour les cadres, en disant au fond rien ne justifie objectivement que moi je n'en bénéficie pas. En d'autres termes, la Cour de cassation, par la jurisprudence Pain, exerçait exactement le même contrôle au regard du principe d'égalité de traitement sur une décision unilatérale de l'employeur et sur un accord collectif. Ce qui a suscité beaucoup de critiques, une évolution d'ailleurs remarquable, mais que je n'ai pas le temps de décrire dans le détail, de la Cour de cassation, qui en 6 ans a fait évoluer progressivement cette jurisprudence, a entendu les partenaires sociaux et finalement l'a renversée. Et je crois que la première portée essentielle de ces arrêts du 27 janvier 2015, c'est de reconnaître que l'accord collectif est une source de droit autonome, bénéficiant d'une présomption de légalité. Au fond, c'est un fait majeur dans notre système juridique que la Cour de cassation reconnaisse l'accord collectif comme une source autonome de droit. Et cette révolution n'a pas déployé tous ses effets, parce que, par exemple, l'ancienne jurisprudence sur la consultation du comité d'entreprise sur les accords collectifs, bon, elle a été supprimée par la loi Rebsamen, mais elle était obsolète, car elle était fondée aussi sur cette assimilation décision unilatérale, accord collectif. Deuxième remarque, l'arrêt crée une présomption de légalité des différences de traitement entre les catégories professionnelles prévues par un accord collectif. Et cette présomption ne tombe que si ces différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Par exemple, une prime de mariage ou des avantages liés à la maternité. C'est donc une preuve qui est très difficile à rapporter, car en dehors de ces quelques exemples, tout est professionnel le plus souvent dans les différences prévues par un accord collectif. Et donc ça, c'est le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est une présomption forte, parce que la façon de la faire tomber, c'est-à-dire la démonstration que ça n'est pas de nature professionnelle, est une démonstration très difficile à apporter. Alors le troisième point, qui est peut-être celui qui, compte tenu de ma carrière que vous avez rappelé, m'intéresse le plus, c'est au fond, quelle est l'origine de ce revirement de jurisprudence? Eh bien, je crois que la Cour de cassation, et d'ailleurs elle l'a fait tout à fait sciemment, a subi une double influence. D'abord, l'influence du Conseil constitutionnel,
qui juge de façon constante, depuis 1977, que sur le fondement des dispositions du 8e alinéa du préambule de 1946 relatif au principe de participation des travailleurs, il est loisible, je cite, au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés ou à leurs organisations représentatives le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte. Le communiqué qui accompagne les décisions du 27 janvier 2015 montre que cette influence a été tout à fait consciente, puisque la Cour de cassation déclare « Il pouvait être soutenu que les négociateurs sociaux, agissant par délégation de la loi, devaient disposer, dans la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement, d'une marge d'appréciation comparable à celle que le Conseil constitutionnel reconnaît aux législateurs. » En d'autres termes, la Cour de cassation, c'est quand même énorme, le communiqué va encore plus loin que l'arrêt, reconnaît aux partenaires sociaux, quand ils négocient des accords collectifs, la même liberté que celle que le Conseil constitutionnel reconnaît aux législateurs. Et la deuxième influence, c'est évident, c'est la loi de 2008 qui a légitimé à la fois les acteurs de la négociation collective en exigeant une représentativité qui repose sur l'élection et les accords collectifs eux-mêmes. Le professeur Langlois en a parlé avec la condition des 30%, le droit d'opposition des 50%. Et sur ce second point, la réponse, enfin, c'est la Cour de cassation l'a mis dans l'arrêt elle-même, puisque dans l'arrêt, elle souligne que les accords collectifs sont négociés et signés par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquels ces derniers participent directement par leur vote. Donc, les arrêts du 27 janvier 2015 sont, à mon avis, une petite révolution juridique, mûrie, délibérée, et au fond, le grand sujet qui se pose aujourd'hui, c'est quelle est la portée de cette révolution juridique. Où va-t-elle s'appliquer? Jusqu'où va-t-elle aller? Et là, je laisserai peut-être... Et on va poser la question à Laurent Marquet de Vasselot sur le champ d'application de cette jurisprudence et puis les situations concrètes. Alors, c'est évidemment une question difficile. J'opérerai volontiers un lien entre les interventions de ce matin, du début de cet après-midi, notamment celle du professeur Langlois, et l'évolution du contrôle judiciaire. Il est d'évidence certaine qu'un grand souffle conventionnel inspire, sur une période relativement longue, l'évolution du droit des relations collectives du travail. Loi Auroux de 1982, Aubry 98 et 2000, Fillon 2004, Bertrand 2008, Sécurisation de l'emploi 2013, notre droit est orienté sur le développement de la norme négociée, de la norme collective. C'est environ 35 000 accords qui sont signés chaque année. Et l'évolution majeure, elle procède, M. Olivier Dutheillet-Lamotte l'a rappelé, de la présomption de représentativité qui naît de l'audience électorale. C'est évidemment la réforme de 2008. En fondant la représentativité sur l'audience électorale, notre droit a profondément renforcé la légitimité des acteurs et la légitimité des accords qu'ils négocient et qu'ils signent. Comme l'a rappelé Mme Versac, les organisations syndicales ne représentent plus seulement les adhérents qui sont les leurs, ils représentent l'intérêt général et ils incarnent une forme de collectivité qui engage dans l'entreprise. Et la question qui pourrait être brutalement posée, elle est celle de savoir si le juge judiciaire, dans l'exercice de son contrôle des accords collectifs, en a tiré toutes les conséquences. La question plus précisément posée, elle est celle de savoir ce qu'est la portée de la distinction qui est aujourd'hui opérée par le juge judiciaire lorsqu'il contrôle une décision prise unilatéralement par le chef d'entreprise, lorsqu'il contrôle un accord collectif signé par des organisations syndicales représentatives. La portée de la présomption légale à laquelle il a été fait référence est-elle totalement acquise? En tant que praticien de la négociation collective et également du contentieux des accords collectifs, j'illustrerai cette difficulté et l'appréciation de cette portée au regard d'un régime particulier qui est celui
de l'organisation du temps de travail et plus précisément encore du régime du travail de nuit. On sait que la loi en cette matière, et pour prendre cet exemple qui illustre de façon très concrète le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la loi impose que ce régime soit mis en œuvre à la condition d'une part que soit assurée la continuité de l'activité économique et que d'autre part ce recours demeure tout à fait exceptionnel. La Chambre sociale de la Cour de cassation, et c'est le point qui est intéressant, avait eu l'occasion en cette matière de rendre des décisions relativement médiatisées dans les affaires Sephora notamment, et pour lequel la Chambre sociale avait rejeté un pourvoi à l'encontre d'un arrêt de cour d'appel considérant que les impératifs de continuité de l'activité économique n'étaient pas caractérisés et que, pour simplifier, d'autres modes d'organisation du temps de travail auraient pu être mis en œuvre. Dans cette affaire, néanmoins, et c'est pour ça que ce sujet nous intéresse plus particulièrement, aucun accord collectif n'avait été conclu pour recourir au travail de nuit. Et on peut se poser la question de savoir si le contrôle judiciaire se serait opéré différemment dans l'hypothèse où le recours à ce mode particulier d'organisation du temps de travail, qui est nécessaire à certaines entreprises, avait été mis en œuvre sur le fondement d'un accord collectif. Le contrôle judiciaire, tel que nous le vivons, des contentieux en cette matière, appelle à cet égard d'assez sérieuses réserves. Je donnerai l'exemple du recours au travail de nuit dans la grande distribution. C'est un système qui est communément pratiqué depuis de très nombreuses années. C'est celui du recours au travail dit de matin, avant 6 heures, pour l'approvisionnement des magasins, la mise en rayon et la préparation de ces magasins avant l'ouverture au public. Et je citerai l'exemple très concret d'une grande enseigne qui avait signé un accord collectif de mise en œuvre de ce mode d'organisation du temps de travail. Cet accord collectif était au surcroît un accord majoritaire et qui s'est trouvé confronté à la difficulté née d'une organisation syndicale non signataire de cet accord et tendant à s'opposer par la voie d'une action en justice à l'accord collectif et au recours du travail de nuit. Et par une ordonnance de référé, il a été fait interdiction à cette entreprise, sous astreinte, d'employer des salariés sous le régime du travail de nuit, c'est-à-dire avant 6 heures du matin. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cet exemple, c'est que le juge judiciaire a opéré son contrôle sur la justification économique du travail de nuit, substituant son appréciation à celle des partenaires sociaux telle qu'elle figurait dans l'accord collectif. Et donc, ce contrôle, et j'en terminerai sur ce point, apparaît en réalité très préoccupant du rôle qu'entend donner le juge à l'égard du contrôle des accords collectifs et de ses incidences sur le développement du dialogue social et sur le développement même de la négociation collective. En effet, ce contrôle judiciaire méconnaît les effets afférents au principe de la délégation législative qui a été présenté à l'instant, n'opère aucun contrôle judiciaire selon que le régime mis en œuvre procède d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, et enfin, sans doute de façon implicite mais certaine, est de nature à affaiblir ou à paralyser la négociation collective. Et si on en revient à une appréciation très concrète, on a les plus grandes difficultés, en tout cas les partenaires sociaux, à comprendre qu'un accord collectif, de surcroît lorsqu'il est majoritaire, parce qu'il est l'incarnation d'un intérêt collectif, caractérise à lui seul un trouble manifestement illicite, c'est-à-dire la violation évidente d'une règle de droit. Cet exemple révèle sans doute qu'il est essentiel de clarifier la nature et l'étendue du contrôle que le juge doit exercer à l'égard des stipulations conventionnelles adoptées par les partenaires sociaux. Peut-être, sur ce point, ma vision est-elle celle d'un juge de première instance, mais c'est beaucoup de pattes humaines, parce que c'est la réalité de ce contentieux. Doit-elle être tempérée au regard des derniers arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation
sur le principe d'égalité, mais je m'avance sans doute sur l'intervention suivante. Absolument, parce que, cher Laurent Marquet de Vasselot, le mouvement ne s'est pas arrêté avec les arrêts du 27 janvier 2015, mais nous allons voir avec Laurence Pécaud-Rivolier finalement une actualité plus brûlante, avec notamment ces arrêts du 8 juin 2016 qui complètent et réaffirment la force particulière de l'accord collectif. Absolument, oui, merci. D'abord, je crois qu'il faut refaire un tout petit rappel historique pour montrer qu'effectivement la Cour de cassation a évolué. C'est incontestable, Olivier Dutheillet de la Motte l'a dit, il en a donné les raisons et ça correspond à un véritable mouvement, c'est-à-dire qu'avant 2008, pour la Cour de cassation, il n'y avait pas de différence de contrôle entre un acte unilatéral et un accord collectif. La Cour de cassation considérait que son contrôle devait être le même dans les deux cas parce que l'accord collectif n'avait pas de garantie particulière plus importante que celle de l'acte individuel. C'est à partir de là qu'on est arrivé à l'arrêt Pain. L'arrêt Pain étant intervenu effectivement après la réforme du 20 août 2008, mais vous savez, la Cour de cassation met un peu de temps à intégrer les choses. Le législateur va plus vite que la Cour de cassation et donc le mouvement est un peu en décalé. L'arrêt du 1er juillet 2009, c'était une suite assez logique de l'arrêt précédent sur les tickets restaurants. Vous savez que la Cour de cassation avait dit que quand un employeur donnait des tickets restaurants à des salariés non cadres, eh bien, il n'y avait pas de raison et qu'il fallait qu'ils donnent aussi des tickets restaurants aux cadres. Et l'arrêt Pain, c'était la même chose dans l'autre sens, sauf que dans l'arrêt Pain, c'était un accord collectif, ce qui n'était pas le cas dans les tickets restaurants. Mais la Cour de cassation était encore dans ce mouvement de penser que son contrôle devait être le même. Mais la loi de 2008 est intervenue, la réflexion de la Cour de cassation a changé, et je daterai le tournant non pas de 2015, mais de 2011, et il faut aller le chercher dans les élections professionnelles, qui sont souvent une manne d'inspiration assez importante, même s'ils passent plus inaperçus que les arrêts plus généraux. Et dans un arrêt d'octobre 2011, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la portée d'un protocole préélectoral signé à la double majorité requise par les textes. Et l'arrêt du 6 octobre 2011 est vraiment l'arrêt marqueur du tournant de la jurisprudence, puisque dans cet arrêt, la Cour de cassation dit en matière électorale, tout change selon qu'on a ou pas un accord. Si on n'a pas d'accord et qu'il y a une décision unilatérale de l'employeur qui fixe les modalités du scrutin, alors cette décision unilatérale peut être soumise au juge et le juge va pouvoir vérifier si elle correspond en opportunité et en droit à la situation de l'entreprise. En revanche, si on a un protocole préélectoral qui est signé à la double majorité, alors ça pourra être soumis au juge, mais uniquement pour vérifier que ce protocole ne contredit pas les dispositions d'ordre public des lois en la matière. Donc à partir de là, on voit que la Cour de cassation admet que le régime est complètement différent selon qu'on est dans un système d'accord ou dans un système d'acte unilatéral. Et tout naturellement, il y a eu ce revirement du 27 janvier 2015 dont on a parlé, c'est-à-dire que l'égalité de traitement ne se mesure pas à la même aune lorsqu'on est sur un accord collectif et lorsqu'on est sur un acte individuel. Ces arrêts du 27 janvier 2015 sont donc, comme Olivier Dutheillet de la Motte l'a décrit, une complète évolution sur la vision de l'égalité de traitement, puisque on reconnaît que les acteurs qui négocient les accords collectifs peuvent décider de faire des différences de traitement et qu'à partir du moment où c'est entre des catégories différentes, le regard du juge sera lointain. La question qui s'est posée au moment de ces arrêts était de savoir s'il ne pouvait s'appliquer qu'aux catégories qui étaient celles légalement instituées par le Code du travail, autrement dit cadre, non cadre, voire agent de maîtrise. La réponse est venue d'un arrêt très récent, donc du 8 juin 2016, qui vient dire que ça ne s'applique pas qu'aux catégories légales, ça s'applique aux catégories professionnelles telles qu'elles sont déterminées par les partenaires sociaux lors de la signature de l'accord collectif. La question qui se posait dans l'arrêt du 8 juin 2016 était de la possibilité d'instituer une indemnité de logement qui ne bénéficie qu'aux directeurs d'agence, alors même qu'à l'intérieur de l'agence, il y avait des gens qui avaient des contraintes assez importantes aussi et qui auraient bien aimé bénéficier des mêmes indemnités. La Cour de cassation a dit « Je constate qu'il y a des catégories professionnelles différentes
qui ont été bien déterminés par les partenaires sociaux. Je constate que l'accord est un accord qui est en relation avec la profession qui est exercée, et donc j'admets qu'il puisse y avoir cette différence de traitement. Donc on est maintenant très très loin dans la vision de ce que la Cour de cassation admet que les partenaires sociaux puissent avoir comme liberté. Attention, très très loin, ça ne veut pas dire pas de contrôle du tout. Et d'ailleurs, ce serait bien le seul acte juridique pour lequel il n'y aurait absolument aucun contrôle. Même la loi a son contrôle. Donc je crois que, attention, et là je rebondis sur la dernière intervention qui me donne un exemple type de là où effectivement la Cour de cassation n'admettra jamais que les partenaires sociaux aillent. Dans ce qui est maintenu dans l'escarcelle de contrôle du juge, il y a d'abord de vérifier que quand on parle de catégories professionnelles, on a bien des catégories professionnelles distinctes et identifiées. Ça, il y aura toujours ce contrôle. Il y a le contrôle que vous avez indiqué, qui est qu'on va aller vérifier qu'il y a bien un rapport entre éventuellement l'avantage qui est consenti et la profession qui est exercée. Il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Et puis, de manière générale, il y a l'évident contrôle sur tout ce qui peut être peu ou prou qualifié d'ordre public. Je dis peu ou prou puisqu'on voit bien que les notions d'ordre public actuellement sont un peu filantes, mais néanmoins, il y a bien, par exemple, une chose qui est évidente dans l'ordre public, c'est le respect des conditions d'hygiène, de santé et de sécurité des salariés. Et je crois que lorsqu'il s'agit d'aller voir si un accord collectif est valable, ce qu'on va regarder d'abord, c'est ça. Et il a beau être signé par la majorité, alors là, ça ne nous importe pas du tout si le sentiment de la Cour de cassation, c'est qu'il ne respecte pas les règles minimales d'hygiène, de santé et de sécurité des salariés. C'était typiquement le cas dans l'arrêt que vous avez cité. Dans la décision que vous avez citée, il ne s'agit pas du tout, en tout cas de mon point de vue, d'une décision qui tient compte de l'opportunité économique, mais qui dit simplement, vous faites venir des salariés avant 6 heures du matin. C'est quelque chose qui a un impact extrêmement important sur la santé. Or, je constate que vous pouviez faire autrement. Que là, pour le coup, effectivement, vous allez avoir un impact direct sur la santé et la sécurité des salariés. Et la seule explication que vous nous donnez, c'est parce que j'y tire un avantage économique, alors que s'il commence à 7 heures, je restreins d'1 heure mon avantage économique. Et là, oui, vous n'enlèverez pas le contrôle de la Cour de cassation sur cet équilibre entre avantage économique et respect de la santé et de la sécurité des travailleurs. Alors, merci pour le cadre ainsi fixé, cher Laurence Pécaury-Vollier. Peut-être continuons-nous dans la progression que nous faisons sur l'interprétation de l'accord collectif par le juge, cher Olivier Dutaillé de la Motte. Oui, alors, à partir du moment où on considère que l'accord collectif est une source de droit et même une source constitutionnelle du droit du travail, la question se pose de savoir qui est compétent pour l'interpréter. Et on peut estimer, en tout cas un certain nombre de gens estiment, que c'est aux partenaires sociaux eux-mêmes d'interpréter l'accord collectif qu'ils ont conclu. D'abord, dans la mesure où ils sont les auteurs de cette norme. Je rappelle que jusqu'à une date récente, le Quai d'Orsay était seul compétent pour interpréter les traités internationaux, même si cette époque est révolue. Mais surtout, la vraie raison, c'est que les clauses des accords collectifs sont souvent le reflet de compromis qui rend leur interprétation délicate. C'est très difficile pour un juge qui n'a pas participé à la négociation de comprendre la portée de clauses qui sont souvent le fruit de compromis et difficiles à interpréter. C'est pourquoi beaucoup d'accords, pas tous, prévoient des commissions paritaires chargées d'interpréter l'accord en cas de difficulté. D'où l'idée, en cas de litige, de confier l'interprétation des accords à ces commissions paritaires, le juge restant évidemment libre, et là je rejoins tout à fait ce qui est dit sur le respect de l'ordre public, d'apprécier la légalité de la clause ainsi interprétée. Alors, 2 propositions ont été faites en ce sens. La première était celle du rapport de Virville sur la simplification du droit du travail, qui conserve toute sa pertinence et toute son actualité. Il avait recommandé d'encourager la mise en place de commissions paritaires d'interprétation par les accords collectifs de travail conclus au niveau des entreprises et des groupes, de rendre obligatoire la saisine de ces instances par le juge en cas de difficulté d'interprétation.
Leur avis ne s'imposant toutefois à la juridiction qu'à condition d'avoir été rendu à l'unanimité des signataires. Et enfin, celle-ci resterait évidemment libre d'en tirer les conséquences contentieuses appropriées et en particulier d'écarter comme invalide une clause telle qu'interprétée par la commission d'interprétation. Et la seconde proposition plus récente en ce sens, c'est celle du rapport Combrexel sur la négociation collective, qui propose qu'il soit demandé, dans des conditions encadrées par la loi, soit aux accords eux-mêmes, soit aux accords de méthode, de fixer des modalités d'interprétation par les signataires des accords et de donner à cette interprétation une valeur identique à celle de l'accord qui s'imposerait au juge sous réserve de l'ordre public. Au fond, les deux propositions se rejoignent pour rendre obligatoire la saisine des commissions paritaires en cas de problème d'interprétation et pour maintenir évidemment la compétence du juge pour apprécier la légalité par rapport à l'ordre public de la clause ainsi interprétée. Alors, ces propositions pour l'instant n'ont pas abouti. En revanche, il y a une proposition intéressante qui a abouti, qui avait été proposée par la Cour de cassation elle-même en matière d'interprétation des accords. C'est l'idée d'instituer une procédure de saisine pour avis de la Chambre sociale, ou en tout cas d'une formation où la Chambre sociale serait majoritaire, pour les questions de droit nouvelles, sérieuses et s'opposant dans de nombreux litiges qui trouvent leur source dans une convention ou dans un accord collectif. C'est-à-dire quand vous avez un nouvel accord collectif qui s'applique à beaucoup d'entreprises, par exemple si c'est un accord de branche ou un accord de groupe, et même à l'intérieur d'une entreprise à beaucoup d'établissements, vous pouvez avoir des contentieux qui se développent avec des solutions contradictoires, et le temps que tout ça remonte à la Cour de cassation qui unifie la jurisprudence, ça peut être très long. D'où l'idée de transposer dans ce domaine la procédure d'avis, qui est une procédure qui a été créée d'abord au Conseil d'État, puis à la Cour de cassation, qui permet à une juridiction qui rencontre une question de droit nouvelle et sérieuse et qui se pose dans de nombreux litiges, de demander à la Cour de cassation de la trancher, enfin pas exactement juridiquement, mais de donner un avis qui en réalité tranche juridiquement la question. Et cette réforme vient d'être mise en œuvre par la loi Macron du 6 août 2015, qui a complété l'article relatif à la procédure de demande d'avis devant la Cour de cassation, et par un décret du 20 mai 2016 qui a créé une formation spécialisée pour exercer cette compétence. Alors, on va peut-être se tourner vers Laurent Marquet de Vasselot pour des illustrations pratiques des problématiques posées. Oui, alors sur ce point, je résiste jamais en matière d'interprétation à citer le doyen Carbonnier, qui est très souvent évoqué en cette matière, avec une formule toujours heureuse selon laquelle l'interprétation est la forme intellectuelle de la désobéissance. Au-delà de ce mot, l'interprétation des accords collectifs est évidemment une question qui est tout à fait essentielle pour les praticiens, et on peut penser que le développement de la norme conventionnelle va probablement lui donner une acuité beaucoup plus grande. Je pense qu'au-delà du propos assez consensuel qui a été tenu cet après-midi, il ne faut pas faire d'angélisme, mais le développement de la négociation collective permet probablement de développer un droit qui est adapté à la situation de l'entreprise. Je pense que c'est une vue de l'esprit de considérer que c'est un droit qui est plus simple. C'est au contraire un droit qui est plus complexe, qui est constitué de dispositions parfois imparfaites, parce que les acteurs signent des compromis, des dispositions souvent ambivalentes, et que la question de l'interprétation de ces accords et du contentieux de ces accords collectifs est en réalité une question qui est particulièrement importante. Cette question centrale, elle est éclairée par les principes qui ont été posés par un arrêt très récent de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 octobre 2015, dont la note explicative assez détaillée, rédigée par l'Assemblée plénière elle-même, mérite d'être citée parce qu'elle rappelle les principes applicables en cette matière. L'accord collectif, nous dit cette note, s'il manque de clarté, doit être interprété comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet, et en dernier recours en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objet social du texte. Cette méthode d'interprétation apparaît en réalité relativement complexe et, on doit la vérité de le dire,
assez peu lisible par les partenaires sociaux et les négociateurs. Il nous apparaît certain dans ce contexte que la promotion du droit négocié, singulièrement au niveau de l'entreprise, doit être entourée d'une sécurité juridique plus grande pour pouvoir se développer utilement. C'est d'autant plus vrai que l'action en justice paraît, à l'égard de la norme conventionnelle, ouverte et très largement ouverte. Faut-il rappeler, s'agissant d'une question très concrète, qu'un salarié peut soulever devant le Conseil de prud'homme une difficulté relative à l'interprétation d'un accord collectif dès lors que cette question procède de l'action individuelle qu'il a introduite au titre de l'exécution de son contrat de travail. Faut-il rappeler, c'est également une question concrète, que les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, représentatives ou non, signataires ou non d'un accord collectif, ont qualité et intérêt à agir dans la défense des intérêts collectifs pour l'interprétation et l'exécution des accords collectifs. Cette action en justice permet aux organisations syndicales d'agir pour l'exécution des engagements conventionnels au bénéfice de l'ensemble d'une collectivité. Et nous avons connu des contentieux collectifs relatifs à la mise en œuvre de ces accords, à leur interprétation, pour obtenir la condamnation de l'employeur à régulariser en matière de salaire la situation de plusieurs milliers de salariés à raison de cette action collective. Pour donner un exemple, ces actions ont pu porter, par exemple, sur l'assiette de calcul des minima conventionnels ou plus encore, pour en revenir à lui, sur l'application du principe d'égalité de traitement dans des entreprises au sein desquelles les collaborateurs relevaient de statuts différents. Le principe de sécurité juridique fait partie des principes généraux du droit. Il doit être satisfait dans le droit conventionnel. Il ne le sera pas s'il ne se trouve pas clarifié la question tenant à la détermination à la fois de l'auteur, est-ce que ce sont les signataires de l'acte ou est-ce que c'est un tiers, et des méthodes d'interprétation de la norme conventionnelle. Ce sujet paraît un sujet majeur dans l'évolution du droit conventionnel. Alors, cher Laurence Pégot-Rivolier, quel regard sur l'état de la jurisprudence et une réaction peut-être à ce que l'on vient de décrire? Je suis entièrement d'accord. Il y a un problème de sécurité juridique. Simplement, on n'a pas trouvé de meilleure méthode que celle qu'on met en œuvre. C'est-à-dire que quand on doit interpréter une norme, une loi en droit civil, on va regarder les travaux préparatoires. Là, on n'a pas de travaux préparatoires. Un contrat en droit civil, on vous dit qu'il faut l'interpréter en faveur de celui au détriment duquel le contrat était stipulé. Là, je nous vois mal sur une convention collective appliquer cette règle-là. Donc, il ne reste plus que l'application littérale. On a choisi l'application littérale parce que c'est la seule qui nous est ouverte, surtout 40 ans après la signature d'un accord. Alors, elle n'est pas satisfaisante, c'est évident. Elle ne respecte probablement pas toujours l'esprit des négociateurs, mais qui souvent ne sont même plus là pour dire quel était leur esprit au moment où ils ont signé. La seule chose qu'on rajoute par-dessus, parce que quand même il faut avoir un peu de bon sens, c'est qu'il faut justement essayer d'avoir l'interprétation qui donne sens à l'accord, c'est-à-dire qui lui donne une raison d'être à peu près valable. Voilà, mais je suis entièrement d'accord, ça n'est pas satisfaisant, c'est encore moins satisfaisant quand on intervient largement après l'application de l'accord collectif et que donc par l'interprétation, on est amené à dire que 50% des interprétations qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent n'étaient pas les bonnes. Si on peut avoir une procédure qui soit plus rapide, on l'a dit, c'est la Cour de cassation elle-même qui était demanderesse. Si on peut éventuellement mettre en œuvre ce qui est proposé, à savoir que les partenaires sociaux fassent l'explication de texte, mais la fassent de manière claire, c'est-à-dire que l'explication de texte ne soit pas elle-même un tel compromis qu'on ait encore plus de mal à comprendre l'explication de texte que le texte lui-même, je crois qu'on est totalement preneur. Donc oui, il y a une difficulté, mais pour l'instant, tant qu'on n'aura pas trouvé d'autres techniques, c'est forcément une interprétation textuelle qu'on va mettre en œuvre. Et l'invitation peut-être prévue par le projet de loi El Khomri à rédiger des préambules qui soient non plus seulement des préambules formels, mais des notes d'intention politique. Et entre nous, quand on lit des accords, ce qui est la chance des journalistes spécialisés en matière sociale, on a vu ces dernières années
un socle de plus en plus important et une traduction, en tout cas de la volonté initiale des parties dans la rédaction préambule de plus en plus solide. Ce dont je suis certaine, c'est que si c'est mis en œuvre, la Cour de cassation s'appuiera dessus. Il faut simplement, encore une fois, enfin, je veux dire, là, ça veut dire que... On sait bien qu'un certain nombre d'accords collectifs sont vraiment du compromis et que parfois leur obscurité naît du compromis lui-même. Oui. Par conséquent, ça peut être assez difficile de rédiger un exposé des motifs qui soit clair lorsque les partenaires sociaux, finalement, eux-mêmes ne sont pas complètement sûrs qu'ils sont sur la même ligne de ce qu'ils ont signé. Donc, mais si on est sur quelque chose qui est clair dans l'esprit des partenaires sociaux et qu'ils le disent, je peux vous garantir que la Cour de cassation en tiendra compte. D'accord. Troisième sujet, finalement, quelles sont les pistes pour sécuriser notre fameux accord collectif, cher Olivier Dutaillé de la Motte? Alors, effectivement, si l'accord collectif est une source de droit qui émane d'acteurs légitimes, la question se pose de leur sécurité juridique pour éviter des contentieux multiples, comme on en a connu dans un certain nombre de domaines, par exemple le forfait jour. 2 types de propositions ont été faites en ce sens. Premièrement, dans la mesure où les accords collectifs sont créateurs de normes, le rapport Combrexel a proposé de ne permettre de contester leur validité que dans un délai de 2 mois à compter de leur publicité, comme pour les actes réglementaires. Alors, ça ne règle pas complètement le problème, puisqu'au-delà de ce délai, il ne pourrait plus être contesté que par voie d'exception. Mais il pourrait l'être, par exemple, devant le Conseil de prud'homme, comme l'évoquait Laurent Marquet de Vasselot. Alors, ça impliquerait de mettre en place une procédure de publicité des accords vis-à-vis des tiers. Cela dit, l'assimilation des accords collectifs aux actes réglementaires est justifiée au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui met aujourd'hui exactement sur le même plan ces 2 types d'actes en ce qui concerne le renvoi de la loi à l'un ou à l'autre. À l'occasion de la loi de 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres, le Conseil a précisé, je cite, qu'il est loisible au législateur de renvoyer au décret ou de confier à la convention collective le soin de préciser les modalités d'application des règles fixées par lui pour l'exercice du droit de grève. Donc, il y aurait donc une certaine logique à transposer aux accords collectifs le régime contentieux des décrets. Alors, le projet de loi El Khomri prévoit également diverses dispositions de nature à sécuriser les accords collectifs. Il y a d'abord l'exigence d'un préambule, dont on parlait à l'instant, dont l'absence n'est toutefois pas de nature à entraîner la nullité de la Convention. Et au-delà de la fonction d'éclairer l'accord en cas de problème d'interprétation, je pense que le préambule permettrait aussi de pallier en partie l'absence de définition de la notion de révision des conventions et accords collectifs. Le professeur Langlois y a fait allusion. Dans le rapport Césaron, on explique bien que la notion de révision n'est pas définie en droit du travail français. Il ne s'est pas lancé dans l'exercice, mais l'existence d'un préambule peut inciter les partenaires sociaux à préciser ce qui relève de la révision et ce qui n'en relève pas. Alors, le projet de loi prévoit également que la convention ou l'accord définisse ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous. Là aussi, l'absence d'une telle clause n'est pas sanctionnée par une nullité. Reste enfin, et ça c'est une question très délicate du point de vue de la sécurité juridique, la question de la durée de l'accord. Là, je crois qu'il y a 2 visions contradictoires qui s'affrontent. Le rapport Combrexel avait proposé de limiter systématiquement dans le temps la durée des accords, mais c'est quand même un facteur d'insécurité juridique parce que les accords, ils sont souvent très difficiles à négocier et les faire tous tomber au-delà d'une durée, ça peut présenter des inconvénients. Inversement, la vie conventionnelle, la respiration de la vie conventionnelle plaide dans un certain nombre de cas pour des accords à durée limitée. C'est pour ça que je trouve que le compromis qui a été trouvé dans le projet de loi est un assez bon compromis qui oblige en réalité les partenaires sociaux à se prononcer sur le caractère à durée déterminée ou à durée indéterminée de l'accord collectif, la sanction étant qu'à défaut de stipulation dans l'accord, la durée de celui-ci est fixée à 5 ans. Laurent Marquet de Vasselot, peut-être une illustration, notamment avec le contentieux du forfait jour? Oui, peut-être une illustration sur un sujet qu'a évoqué
Olivier Dutheillet-Lamotte, qui est celui du forfait jour. Sans doute que la jurisprudence relative au contrôle des accords collectifs instituant les forfaits jours illustre parfaitement la question relative à la sécurisation du droit conventionnel. Là aussi, la jurisprudence procède de la nécessité de voir respecter les exigences de protection de la sécurité et de la santé au travail, qui résultent notamment de sources constitutionnelles et européennes. Et ce qui a constitué la formule en quelque sorte sacramentelle ayant conduit à l'annulation de nombre d'accords collectifs, en réalité procède de cet impératif. Les dispositions des accords collectifs doivent être de nature à garantir l'amplitude et la charge de travail de façon à ce qu'ils restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés. Il en est résulté la remise en cause de nombre de dispositions conventionnelles, industrie chimique, entreprise du bâtiment et des travaux publics, commerce de détail de gros à prédominance alimentaire, etc. La réponse à cette insécurité juridique, me semble-t-il, et je serai bref puisque le temps est maintenant compté, elle est à la fois conventionnelle, me semble-t-il, et légale d'autre part. Conventionnelle parce que la réponse doit évidemment émaner des partenaires sociaux qui adaptent les dispositions des accords collectifs pour prendre en compte les impératifs qui s'imposent aux signataires de ces accords en cette matière. À titre d'exemple, un avenant Syntex avait, dès le 1er avril 2014, déjà introduit un droit à la déconnexion et de nombreux autres accords ont innové pour satisfaire aux principes jurisprudentiels. On ne peut pas, me semble-t-il néanmoins, et c'est sans doute la conclusion, faire reposer sur les partenaires sociaux les exigences relatives à la sécurisation de ces accords, et la Chambre sociale de la Cour de cassation elle-même l'avait très bien exprimé dans un rapport annuel, celui de l'année 2014, en formulant une suggestion au gouvernement. Elle exprimait, et le juge l'exprimait à juste titre très probablement, l'idée selon laquelle les conditions de validité d'un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait apparaissent assez clairement des décisions rendues, entre mots sont lisibles au regard de la jurisprudence de la Chambre sociale, mais il n'en restait pas moins, toujours selon la Cour, que la norme juridique applicable, exprimée de manière purement prétorienne, dans le cadre d'une appréciation souvent négative, l'accord ne peut pas ou l'accord ne satisfait pas, n'est sans doute pas suffisamment lisible pour les justiciables, et la Cour invitait le législateur à se réapproprier le régime, à prendre ses responsabilités et à encadrer le régime en cette matière. C'est ce que fait pour partie les dispositions du projet de loi travail qui comporte à cet égard des dispositions pour tenter de sécuriser le régime des forfaits jours. Tout cela pour dire que les partenaires sociaux, dans l'ambition de sécurisation juridique des accords, ne peuvent être livrés à eux-mêmes et doivent conclure des accords collectifs dans un droit qui est encadré et dans une négociation collective dans laquelle ils doivent donner la pleine mesure d'une innovation sans pour autant s'exposer à un risque de contentieux sur ces accords collectifs. Et donc le rôle de la loi en cette matière est évidemment primordial. Merci. Alors peut-être une réaction ultime de notre magistrate de la Cour de cassation, Laurence Péco-Rivolier. Non, je rejoins tout à fait cette conclusion. Je pense qu'il faut savoir sécuriser sans insécuriser non plus en enlevant tous les cadres et tous les contrôles, qui me semble être un grand danger. C'est-à-dire que quand on veut éviter souvent un danger, on tombe dans un plus grand. Je pense que le cadre de la loi et ce qu'on appelle chez nous l'ombre portée du juge, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes si on veut pouvoir avoir une sécurité dans la négociation et dans les discussions. En revanche, il faut effectivement faire en sorte que ça n'empêche pas cette négociation et que ça ne procure pas un sentiment d'aléa de la décision. Et ça, c'est tout le travail du législateur et du juge. Donc je vous rejoins sur ce point. Écoutez, merci beaucoup. Merci à nos trois intervenants pour leurs exposés brillants, vivants et leurs échanges.